Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalo de Dixit.net. Voici un échange avec Clémentine Delval, chef de projet chez Récréation Urbaine. Elle est architecte de formation, licenciée en psychologie et formée à la discipline positive. Nous avons parlé de ville à hauteur des enfants, de végétalisation des cours d'école, mais aussi de terrain de foot et d'enfants citoyens. Bonne écoute! Bonjour Clémentine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter ainsi que l'association Récréation Urbaine ? Oui, bonjour Frédéric. Moi je suis architecte de formation. J'ai aussi une licence de psychologie avec des options en psychologie de l'éducation et psychologie du développement. Et je suis maman de 2 petites filles qui ont 3 ans et 8 ans. Et l'association, en fait, l'objet principal de Récréation Urbaine, c'est d'impliquer le jeune public dans tous les projets d'aménagement qui les concernent. Donc ça peut être les cours d'école, les salles de classe, on a travaillé sur des parvis, tout ce qui est aussi pied d'immeuble ou l'espace public en général. Et en se questionnant sur la place de l'enfant dans l'espace public, on en est venu aussi à se questionner sur la place du jeu dans la ville. Et donc, il y a un autre axe de notre association qui est de promouvoir le jeu libre. Voilà. Ok, très bien. Avant qu'on parle plus concrètement des activités que vous menez, pourquoi est-ce que vous travaillez spécifiquement sur les enfants ? Qu'est-ce qu'une ville à hauteur d'enfants ? Alors, pourquoi on travaille avec les enfants ? En fait, ma collègue Céline Leca, qui elle est urbaniste de formation et qui a travaillé beaucoup dans la participation avec les habitants. En fait, le constat, c'était que souvent les décisions étaient prises à la place des enfants et des adolescents. C'est un public qui est très peu consulté. Et nous, on a vraiment, notre point de vue, c'est de dire que l'enfant n'est pas un citoyen en devenir, mais un jeune citoyen. Et donc, et qu'à ce titre, il a aussi son mot à dire sur ce qui se passe autour de lui, sur l'évolution de son environnement. Donc, il y avait vraiment cette volonté, dès le plus jeune âge, de donner la parole, en fait, aux jeunes, aux plus jeunes. Et il y avait aussi le constat, en fait, que les adultes, quand ils sont justement dans des démarches comme ça participatives, n'avaient pas été habitués aux outils de concertation, d'intelligence collective et tout ça. Et donc, ils savaient pas forcément se saisir de ces outils au moment où on leur donnait la possibilité de s'exprimer. Et donc, on avait envie de commencer plus tôt pour contribuer à notre niveau, à faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes qui sachent collaborer, développer aussi leur esprit critique et tout sur ce qui se passe. Il y avait cette volonté-là. Et au niveau de la ville à hauteur d'enfant, pour nous, c'est une ville qui laisse la place aussi aux plus jeunes, notamment dans l'espace public. Et puis qui intègrent leurs paroles. Enfin, c'est toujours qui les implique dans les processus décisionnels et participatifs. Je sais pas si je détaille un peu plus sur la ville à hauteur d'enfants. C'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve dans différents de podcasts ou des articles qu'on a écrit Dixit avec une ville qui serait pour les plus vulnérables, donc les enfants, mais aussi les personnes qui ont un handicap, les personnes âgées, qui serait finalement une ville qui serait mieux pour tout le monde. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, en fait, quand on parle de ville à hauteur d'enfant, donc ça veut dire ça veut dire au niveau de l'espace public, c'est un espace public qui est davantage piétonnisé, une place donnée à la voiture qui serait moins importante, d'avoir des trottoirs aussi plus larges, plus accessibles. Bon, nous, on est toutes les deux jeunes mamans, donc on vit dans le quotidien ce stress, en fait, d'être avec des jeunes enfants qui courent, qui sautent, parce que les enfants, c'est ça. Enfin, c'est pas que les aires de jeu, quoi. Il y a aussi tout le support mobilier urbain et la ville qui est un terrain de jeu. Et donc, comment on intègre ça pour faire en sorte que ce soit plus apaisé, plus serein, et effectivement, et puis aussi avec des espaces
où on va proposer des endroits pour s'asseoir, qui soient à l'abri ou non, des endroits où se rafraîchir. Et effectivement, si on arrive à un espace public aussi qui peut être plus qualitatif, même au niveau sensoriel, de développer au niveau des matériaux, au niveau des vues, enfin des matières, et donc d'avoir un espace qui soit effectivement plus accessible à tous en fait. Oui, d'accord. On a vu pas mal avec la crise de la Covid ressortir des articles sur effectivement les problèmes des trottoirs trop petits, les rues qui avaient été redonnées aux enfants à un certain moment parce qu'il y avait moins de voitures. Est-ce que tu penses que ça pourrait accélérer un peu cette prise de conscience? Alors nous, on l'espère. Hein. C'est vrai qu'on pendant le Covid, c'était notre constat, c'était effectivement qu'il y avait on va dire un des rares points positifs, c'est difficile de parler en ces termes, mais qu'il y avait effectivement une ville qui était beaucoup plus apaisée, moins polluée, avec on va dire les animaux et tout ça, les chants d'oiseaux qui étaient plus perceptibles. Et en fait, on était obligé de rester chez nous, alors justement, ou alors dans un espace très délimité, très restreint. Et donc voilà, nous on avait cette première, cette première, pardon, euh, observation de dire que l'espace autour de chez soi, c'était vraiment important qu'il soit qualifié, encore une fois, parce que dans des périodes comme ça de crise sanitaire, c'était le seul espace auquel on avait accès. Et aussi, il y avait la question avec les écoles qui étaient fermées, de se dire comment, si jamais c'est amené à se reproduire, comment dans l'espace public, on peut développer en fait un aspect éducatif. On ne sait pas trop par quoi ça passerait, mais d'avoir des choses comme ça qui permettent de suppléer un peu aux missions éventuellement, éducatives de l'école. Voilà. Ok. On va peut-être revenir un peu plus concrètement ce que vous faites dans votre association. Tu nous as dit que vous faisiez notamment des ateliers participatifs avec les enfants pour qu'ils soient plus acteurs d'un nouvel aménagement, que ce soit dans leur école, dans une cour de récréation ou sur le trajet école-cantine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement et reprendre des exemples de projets que vous menez? Oui. Nous, là, on travaille principalement donc, avec les collectivités, notamment la ville de Lille, qui a engagé depuis plusieurs années un projet de végétalisation de cours d'école. Donc là, je vais parler vraiment par exemple, des cours de récréation, où nous, en fait, on rencontre d'abord la direction et tout ça, les équipes enseignantes, l'équipe périscolaire, et on va mener une série d'ateliers avec soit ça peut être une classe, les enfants délégués, un groupe d'enfants sur le temps périscolaire, ça dépend en fait de la configuration et des possibilités. Et on va travailler avec eux sur leurs besoins, c'est leurs besoins dans la cour de récréation, sur leurs constats, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et au niveau des ateliers, on va souvent travailler sur plan, en maquette, aussi avec des petits jeux de rôle pour permettre de se mettre à la place des autres. Moi, en tant qu'élève de CP, j'ai tel besoin, telles envies. Quels peuvent être les besoins et les envies d'un élève de CM1 ou de CM2? Quel peut être le point de vue d'un animateur, d'un enseignant quand il surveille la cour? Donc, on essaie de travailler les différents points de vue aussi pour que les besoins de chacun soient pris en compte. Et on arrive donc par des travaux en sous-groupe à des projections, en fait, à des projets en plan ou en maquette. Et aussi, donc, on va travailler avec le groupe enfant pour toucher un plus grand nombre. À chaque fois, on fait passer aussi un questionnaire dans les classes à destination des enfants. Et souvent, le groupe avec lequel on travaille est un peu ambassadeur et récupère les réponses, fait une synthèse et nous retransmet ça. Et donc, on travaille avec les enfants. Et comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi vraiment avec tous les adultes qui les accompagnent. Donc, équipe enseignante, équipe périscolaire, les parents d'élèves, aussi, selon le projet, le personnel d'entretien, les ATSEM, pour avoir vraiment, en fait, pouvoir faire une synthèse des besoins de chacun et faire remonter ça, en fait, au service technique et à la ville et au bureau d'études qui va dessiner le projet. Et plus ça va, et plus on arrive à avoir des allers-retours entre une première esquisse de projet et le projet définitif, en fait, pour pouvoir revenir vers les enfants, vers les adultes, et qui puissent à nouveau faire part de leur point de vue
Et puis aussi aux enfants, pouvoir leur expliquer parfois pourquoi ce qu'ils voulaient faire, c'est pas possible pour les contraintes de budget, des contraintes sécuritaires. Et on essaie d'amener aussi des professionnels qui puissent venir leur dire, leur expliquer. Comme ça, ils rencontrent en plus des professionnels du bâtiment ou de la ville, et ça les intéresse vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Et vas-y. Ouais, et aussi, en fait, effectivement, nous, on tient vraiment à ce que la participation des enfants, que les enfants qui participent au projet puissent voir assez rapidement, ou dans une échelle d'un an, on va dire maximum, les aménagements qui ont été faits suite à leur participation. Parce que voilà, c'est pas si on les consulte, si on les fait travailler sur des projets et qu'en fait, y a rien qui se fait ou qu'ils en voient pas les fruits, quoi. Ils vont pas forcément saisir leur impact, en fait. Et donc, nous, on tient vraiment à chaque fois à ce que, quelle que soit l'échelle du projet, qu'il y ait des choses qui soient faites assez rapidement pour qu'ils sentent que leur avis compte. C'est vraiment carrément. Ouais, très important. Et est-ce que de vos différentes expériences, vous avez tiré des sortes de généralités des désirs des enfants, par exemple, d'avoir toujours plus d'arbres dans leur cours ou d'avoir tel type de jeu, etc. Oui, franchement, à chaque fois, il y avait sur les besoins, en fait, quand on travaille, à chaque fois, on commence en leur posant la question, qu'est-ce que vous faites dans la cour, qu'est-ce que vous aimeriez faire et tout ça. Il y a vraiment, les besoins sont toujours les mêmes, dans le fait de jouer en groupe ou seul, de pouvoir sauter, grimper, danser, de pouvoir aussi s'isoler, lire, faire des jeux de société, d'avoir de la couleur, d'avoir effectivement plus de végétation, de pouvoir observer des petits animaux ou toucher différentes matières. Et il y a aussi d'autres problématiques. Il y a aussi la place du foot qui revient à chaque fois. Donc, c'est pas de supprimer le foot, mais de dire vraiment quelle place on lui donne, comment on aménage de manière à ce que ceux qui ne jouent pas au foot puissent traverser la cour sans avoir peur de se prendre un ballon, puissent aussi occuper l'espace de la cour et soient pas relayés sur les côtés, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Enfin, même les cours très grandes, tous les espaces étaient accaparés par le foot. Et je pense que tout le monde visualise bien ses cours d'école quand il était enfant, avec la peur de traverser la boule au ventre pour traverser l'espace de foot. On a travaillé sur une cour là où il y avait effectivement les toilettes qui étaient derrière l'espace de foot, donc c'était à chaque fois Oh là là. Et donc là, il y a eu un réaménagement fait, par exemple, avec une différence de matériaux au sol qui permet de faire un cheminement et aussi d'avoir parfois qu'un seul but. Parce qu'on se rend compte en discutant avec les enfants qui jouent en fait principalement sur un but, et donc d'avoir plus un principe de tir au but qui peut fonctionner. Et il y a aussi autour des assises. Souvent, c'est aussi le banc qui est contre un mur face au grand vide de la cour. Et ça, c'est ce qu'on voit partout. Et d'amener en fait d'autres manières de s'asseoir, déjà de pouvoir se faire face, de pouvoir aussi écrire ou d'avoir d'amener d'autres manières de s'asseoir, quoi, et de pouvoir être un groupe à discuter en face à face. Et nous, c'est que l'année dernière, on avait aussi proposé pas mal des gradins, mais pas très haut, hein, ça pouvait être juste 2 niveaux pour pouvoir s'asseoir et pouvoir en même temps écrire sur le gradin du dessus. Et ça permet aussi, et ça c'est nous on se dit au niveau soit des changements climatiques et la manière de faire cours, mais de pouvoir faire classe dehors. D'accord. Ça, c'est une demande aussi bien de la part des enseignants que des enfants. Et quand on voit certaines classes qui, quand il fait très chaud, deviennent suffocantes, de pouvoir aller dehors sur un espace un peu abrité, un peu ombragé. Et voilà. Et puis, ça permet aussi d'être un support pour des activités pédagogiques en lien avec la biodiversité, l'espace potager de la cour. Et ça offre autre chose. Donc, il y avait ça comme généralité. D'accord. Voilà. Et donc, vous travaillez sur ces espaces existants des cours de récréation, des cours d'école, mais forcément, ça déborde d'une certaine façon sur l'espace public, que ce soit la rue qui est devant l'école, le trajet pour aller à la cantine, mais même les heures de jeu à proximité, etc. J'imagine que vous avez plein de réflexions sur ces espaces. Oui, alors sur les aires de jeu, quand on parlait de la ville à hauteur d'enfant tout à l'heure,
et qu'on ouvre vraiment notre problématique autour du jeu libre en extérieur et de la place du jeu dans la ville, c'est que là, ce qu'on observe, c'est des aires de jeu qui sont bien délimitées, bien parquées, entre guillemets, derrière des grilles, avec une offre de jeu qui reste assez, c'est très standardisée. Enfin, je veux dire, oui, assez pauvre. Et voilà. Et en plus, pas forcément accessible pour tous les publics, parce qu'on travaillait là sur un projet de recherche sur ce qu'on appelle une aire récréative universelle, donc avec des structures qui travaillent en lien avec le handicap. Donc aussi comment on aménage des aires de récréatives, des aires de jeu qui soient accessibles pour un public porteur de handicap physique, mais aussi sensoriel, ou mental. Et voilà. Et comment on fait déborder ces aires de jeu dans la rue, quoi, en règle générale, que ce soit de manière plus ponctuelle ou des choses plus petites, un peu plus libres. Donc il y a toute cette réflexion là où on aimerait bien faire de manière participative avec les habitants, faire un état des lieux des aires de jeu existantes, faire un peu un diagnostic en fait, pour pouvoir après travailler sur ce projet de recherche dont je parlais, avec peut-être des modules qui viendraient adapter les aires existantes. Et après, sur la question aussi, comment ça déborde sur l'espace public, il y a une autre question, c'est comment on ouvre, ça on n'a pas encore travaillé là-dessus, même s'il y a des projets d'écoles sur lesquels on travaille, qui sont en train de se poser la question, comment on ouvre la cour d'école en dehors du temps scolaire. Oui, bah oui. Ça pose, ça pose pas mal de questions, mais c'est vraiment intéressant. Et après, effectivement, sur la rue, nous on participe beaucoup aux rues aux enfants, qui est en fait une rue qui est coupée de la circulation, on enlève toutes les voitures, même garées, pendant un temps où, voilà, pour juste déjà prendre conscience de la place de la voiture dans une rue, et donner la possibilité aux enfants d'être dans la rue, de jouer librement. Et enfin voilà, c'est vraiment un espace. Selon certains articles, là, c'est l'espace du jeu libre en extérieur, c'est vraiment très fortement réduit depuis les années 50. Et voilà, et donc c'est vraiment d'avoir des rues plus apaisées. Et là, il y a tout un projet aussi avec la ville de Lille sur les rues scolaires. Donc là, c'est simplement fermer pendant 3/4 d'heure au moment de l'ouverture de l'école et de la sortie d'école, la rue devant l'entrée de l'école pour que ce soit aussi plus tranquille. Oui, je vois. Donc, c'est intensifier les usages, travailler sur les temps et sur cet espace public qui deviendrait bien plus un jeu et qui serait moins martial que ce qu'il est un peu maintenant. Oui, et puis après, c'est aussi, voilà, parce qu'on veut pas, on prône pas non plus la ville pour les enfants. C'est vraiment aussi pour les enfants. Et dans ces espaces-là récréatifs ou plus ludiques, plus libres, c'est aussi de penser à des aménagements qui soient un peu multi-usages. Voilà, c'est que là, par exemple, on aime bien même travailler soit sur des rondins ou des assises qui puissent être à un moment donné qui puissent servir d'assises justement pour les passants, mais qui puissent être un espace sur lequel les enfants peuvent sauter. Et voilà, de dire que c'est pas, voilà, de réussir à trouver des aménagements, des solutions qui servent à tout le monde en même temps, quoi, qui soient qui soient flexibles en fait. Et voilà. Et puis ce qu'on voit, c'est que ça amène aussi plus de végétation et tout ça, et ça plaît à tout le monde en fait. Oui, pas une ville moyenne, mais une ville mieux pour tout le monde, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour avoir partagé vos projets et tes réflexions. Peut-être pour aller un peu plus loin pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as envie de partager un livre, un film ou un projet sur ce même sujet ? Alors, en livre, puisqu'on parlait du jeu libre, il y a un livre de Peter Gray, donc Gray, qui s'appelle Libre pour apprendre. Et lui, où il prône vraiment ça peut paraître radical pour certains, parce que lui, je serais même sans école et l'école dehors et tout ça. Mais il parle beaucoup du jeu libre et c'est très intéressant. Et après, toujours sur cette même thématique, il y a donc là, c'est une structure au Canada qui s'appelle le lion et la souris. Donc le lion et la souris. Et
voilà, elle développe le jeu libre en extérieur d'une manière qui nous plaît beaucoup. Enfin, c'est parce on aimerait aussi pouvoir, voilà, de manière ponctuelle ou non, dans les parcs, dans les espaces publics, pouvoir développer une boîte de jeux libres itinérante, par exemple, ou ce genre de choses. Et voilà, donc, et c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. Ok, très bien. Je mettrai ça dans la barre d'infos du podcast pour que les auditeurs et les auditrices puissent le retrouver. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi, Frédéric. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.